Bonjour Sarah Durocher. Bonjour. Et merci d'être là sur ce plateau. Il paraît que la nuit a été courte après la journée historique d'hier qui a vu les sénateurs et les parlementaires réunis en congrès à Versailles voter pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Quel sentiment vous habite ce matin ? Eh bien, écoutez, je crois que ça y est, je suis en train de prendre conscience de toute la bataille qu'on a faite. En effet, c'est une bataille avec la société civile, les associations, les féministes, mais aussi avec les parlementaires. Ça a été une bataille de 2 ans, mais j'ai envie de vous dire que c'est dans une continuité de bataille de générations de féministes sur le droit à l'avortement. Et aujourd'hui, j'ai de la fierté d'avoir vécu et d'avoir fait ce combat-là. L'IVG sera vendredi un droit constitutionnel. Il y aura, dit Emmanuel Macron, une cérémonie de scellement au ministère de la Justice. On va physiquement imprimer, presser cet article dans le texte fondamental. Vendredi 8 mars, journée internationale des droits de la femme, permise donc par ce vote historique hier à Versailles. On va en revoir quelques images et on en reparle juste après. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Un moment de concorde pour l'histoire. À Versailles, la très grande majorité des parlementaires a gravé dans la Constitution le droit à l'IVG. L'émotion se lit sur les visages, notamment chez les représentantes des associations féministes. Une journée chargée de symboles. D'abord celui de Gabriel Attal aux côtés du fils de Simone Veil. Un hommage à celle qui, en 1974, a inscrit dans la loi le droit à l'avortement sous les insultes d'une assemblée alors très largement masculine. C'est toujours un drame. Que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ces insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil. Autre image forte, celle de Yaël Braun-Pivet, car pour la première fois aujourd'hui, une femme présidait un congrès du Parlement, une fierté en ce jour historique. La France serait-elle à contre-courant? Non, elle est à l'avant-garde. Elle est à sa place. C'est là sa mission et elle est attendue. Une fierté partagée par nombre de femmes parlementaires, notamment celles des partis de gauche à l'initiative du texte. Certaines sont même venues vêtues de blanc ou de vert, en hommage aux femmes qui se battent encore pour ce droit fondamental. Notre vote est une promesse aussi pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde pour le droit à disposer de leur corps. Votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. Malgré des réticences chez certains, droite et extrême droite ont finalement majoritairement voté pour le texte. Autour de nous, au sein même de l'Union européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Au moment du vote, place du Trocadéro, c'est la liesse et les larmes chez ces militantes féministes. Parmi elles, Claudine Monteil, pionnière de la lutte pour l'avortement. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment que je ne pensais jamais vivre de ma vie, parce que nous nous sommes battus pour qu'on prononce le mot avortement. La tour Eiffel s'est illuminée en l'honneur de ce vote historique. Emmanuel Macron salue, lui, une fierté française, un message universel. Sarah Durocher, le combat pour le droit à l'avortement ne s'est pas terminé avec la loi Veil en 1974. Est-ce qu'il s'arrête aujourd'hui avec cette entrée dans la Constitution ? Non, je pense que c'est une étape supplémentaire de tous les combats gagnés par les féministes aujourd'hui. Depuis la loi de 75, évidemment, il y a eu en tout 7 propositions de loi, il y a eu des batailles, que ça soit sur le remboursement pour les mineurs, les allongements des délais. Donc bien évidemment que vous pouvez compter sur les militantes féministes de faire en sorte que ce combat persiste. Je crois que dans le monde, toutes les militantes savent que c'est un droit fragile, savent que c'est un droit qui doit progresser, qui doit jamais stagner. Donc bien évidemment qu'on va être dans la 50e année en fait de l'anniversaire de la loi Veil et nous avons des propositions à faire au gouvernement et au-delà de la parole politique, puisque là il y a des paroles politiques, on a pu voir dans les hémicycles en disant qu'il fallait des moyens sur l'avortement, des moyens pour le planning familial. Nous irons chercher ces sénatrices et sénateurs et ces députés pour leur rappeler leurs paroles et leur engagement. Quelles propositions vous voulez faire au gouvernement ? Écoutez, aujourd'hui, il y a des fermetures, il y a des vraies difficultés en termes d'offres, puisqu'il y a des femmes, il y a 20% des femmes qui sont obligées de partir dans un autre département. Donc, il y a des Parce que là où elles habitent, tout à fait, il n'y a pas de quoi. Voilà, ça veut dire qu'il y a des fermetures
fermetures de maternité et de centres IVG de proximité. Donc il y a une vraie difficulté là-dessus. Donc aujourd'hui, on veut des moyens pour la santé, mais j'ai envie de dire c'est beaucoup plus global. Mais on sait que la santé des femmes, c'est une des choses qui est un peu sacrifiée parfois dans certains centres de santé. Et puis l'autre chose, c'est que c'est ça la victoire aussi. Ça veut dire que nous avons mis une sacrée défaite aux anti-choix. Je pense en France, mais je pense aussi en Europe et dans le monde, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'éducation à la sexualité et un vrai besoin de vraie information, puisqu'on sait qu'ils achètent des noms de domaine, ils font des sites internet, et que nous, on bricole, et que là, il faut vraiment mettre des moyens. Il faut que ça soit associé à une vraie campagne concernant les droits sexuels et reproductifs en France. Les femmes en France aujourd'hui sont inégales face à l'IVG en fonction de l'endroit où elles habitent, vous l'avez dit, en fonction des moyens qu'elles ont aussi, comme c'était d'ailleurs le cas quand l'avortement était clandestin avant 1974 ? Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près encore 5000 femmes qui partent à l'étranger parce que les délais ne sont pas assez longs. 14 semaines aujourd'hui en France, selon la loi de 2022. Tout à fait. Donc, il y a des femmes qui partent en Angleterre, qui partent en Espagne, qui partent évidemment en Hollande, jusqu'à 22 semaines. Pourquoi en France, on n'est pas à 22 semaines ? Je pense que... Quelqu'un dans d'autres pays ? Tout à fait. Donc, pendant le débat sur l'IVG dans la Constitution, bien évidemment que nous avions en tête, puisqu'il y a eu un débat sur l'avortement finalement, mais le planning, historiquement, a toujours eu ces batailles-là, que ça soit la clause de conscience et le fait qu'il fallait absolument allonger les délais, et vous pouvez compter sur les militantes féministes, dont celle du planning, pour continuer ce combat. La clause de conscience qui est double en ce qui concerne l'IVG spécifiquement ici en France, permise par la loi Veil, mais aussi par le Code de santé publique, vous me corrigez si je me trompe. Elle accorde la possibilité aux médecins de refuser ou de pratiquer un avortement, de pratiquer un avortement pour des raisons personnelles ou professionnelles. Cette clause de conscience court toujours. Cette clause de conscience a été même au centre des débats, j'ai envie de dire. Il y a eu un amendement au Sénat pour la mettre dans la Constitution. J'ai envie de vous dire que c'était vraiment la peur qu'on avait. Le planning familial n'aurait pas suivi si jamais il y avait eu cette clause de conscience, puisqu'en effet, on veut supprimer cette clause de conscience. Il faut savoir que tous les médecins ont une clause de conscience, mais il y a une clause spécifique seulement sur l'avortement. C'est ce qu'appelait la droite l'équilibre de la loi de Simone Veil. Je crois qu'aujourd'hui, symboliquement même, il faut enlever cette clause de conscience. Et quand on voit en Italie ce qui se passe avec 70% en fait, des médecins qui prônent leur clause de conscience, aujourd'hui en France, on ne sait pas. On a juste des témoignages de femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « Écoutez, on m'a refusé un avortement pour des raisons, j'arrive pas trop à comprendre, ou alors on me donne un rendez-vous dans 10 jours. » La loi impose à ces médecins qui font état de leur clause de conscience d'indiquer à la patiente où est-ce qu'elle pourrait aller dans le cadre de la loi pour respecter les délais. Est-ce que ce que vous constatez sur le terrain, c'est que des femmes sont empêchées et dépassent du coup les délais à cause d'application de... En fait, je pense que tout est lié. Ça veut dire que la première chose que font les femmes quand elles vont chercher, puisqu'il y a un gros tabou sur l'avortement, mais on pourra en parler après si vous le souhaitez, mais je pense que là-dessus, on n'a pas gagné encore. Et en fait, une femme qui souhaite avorter, elle va taper sur Internet « Je suis enceinte, j'ai envie d'avorter ». Elle va pas aller voir son médecin traitant parce qu'elle n'a pas forcément envie d'en parler. Elle va aller chercher un médecin et elle risque de tomber sur un médecin qui prône la clause de conscience, mais qui ne le dit pas, en fait. Et donc, quelque part, c'est un parcours parfois d'aller voir 3 professionnels de santé pour arriver à enfin avoir le bon médecin. Donc, en fait, ou on supprime cette clause de conscience, ou les médecins affichent la clause de conscience et que ça soit clair. Il faudra l'assumer politiquement, alors qu'on vient juste de faire entrer l'IVG dans la Constitution. Il y a une urgence aussi à améliorer l'accès à l'information. Combien de femmes qui nous regardent ne savent pas que, par exemple, ici en France, l'IVG, c'est gratuit ? Eh bien oui, ça veut dire, mais ça fait partie du combat du planning familial, évidemment. Ça veut dire que, comme les femmes en Argentine, qui veulent l'avortement, qui veulent la contraception et l'éducation, je crois que c'est une revendication mondiale sur l'éducation à la sexualité complète. Connaître ses droits, c'est essentiel. Vous avez raison, aujourd'hui, on voit plein de femmes au planning familial qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas comment leur corps fonctionne. Énormément de choses, et quelle que soit la classe sociale, qu'on soit très très clair. Donc bien évidemment que pour éviter que ces anti-choix donnent de la mauvaise information, informons les personnes, faisons une grande campagne aussi en France. On attend ça aujourd'hui du gouvernement également. C'est que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de campagne nationale sur les droits sexuels et reproductifs, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui au gouvernement. Et qu'il est temps, on ne serait pas arrivé à ce jour du 4 mars 2023, Sarah Durocher, vous le savez mieux que moi, si des générations de femmes, de féministes, ne s'étaient pas battues et pour l'IVG et plus récemment pour l'inscription donc dans la Constitution. D'une certaine façon, c'est à ces femmes et à celles qui ont vécu ces IVG dans leur chair avant 1974, la loi Veil appliquée à partir de 1975, que le Premier ministre Gabriel Attal a rendu hommage hier à Versailles lors de son discours à la tribune. On va écouter un extrait de ce discours. Car nous avons une dette morale envers toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair
comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Oui, ces femmes mortes pour avoir voulu être libres nous hantent. Oui, les aiguilles des faiseuses d'anges nous hantent. Oui, ces échappées clandestines pour avorter à l'étranger, la peur au ventre, nous hantent. Oui, nous sommes hantés par la souffrance et par la mémoire de tant et tant de femmes. Et c'est cette mémoire-là et cette souffrance-là que vous voulez consigner pour l'INA. Isabelle Foucrier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes productrice à l'INA, la mémoire de toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair, un travail que vous faites et qu'on voulait mettre en lumière ce matin. Merci d'être là pour en parler. Vous êtes en train de recueillir pour l'INA les témoignages de dizaines de femmes sur les vécus et les pratiques de l'avortement clandestin en métropole et en outre-mer, de celles qui font partie de la dernière génération de la clandestinité, la génération de nos mères, en tout cas de votre mère et de la mienne. Isabelle, pourquoi est-ce que c'est important de graver ces paroles dans la mémoire collective maintenant que l'IVG est entrée dans la Constitution ? En effet, c'est un projet que l'INA mène actuellement. L'idée est d'enregistrer 65 témoignages filmés d'hommes, de femmes, de maris, d'enfants, d'avocats, de policiers, de magistrats, de composer une collection patrimoniale autour de ce que fut la clandestinité avant que l'avortement ne soit légalisé en 75. Pourquoi on le fait maintenant ? Alors, comme vous le dites, parce qu'il y a urgence, c'est-à-dire que c'est la génération de ma mère, en effet, qui est là, mais qui n'est pas immortelle, et qui fait partie, donc, en fait, des derniers témoins directs. Alors, c'est des témoins, mais c'est aussi des acteurs, des victimes, de ce que voulait dire qu'avorter quand avorter était interdit. Ça, c'est sans doute la première motivation. La seconde, c'est que je pense qu'en faisant ça, on essaye aussi de proposer une autre histoire de l'avortement clandestin qui a souvent été racontée, ou en tout cas qu'on connaît mieux, disons, par le prisme militant, par le prisme de la figure tutélaire de Simone Veil, ou par la voie vers la légalisation. Ça, c'est vraiment une histoire qu'on connaît bien. En revanche, la façon, les méthodes, le vécu, les pratiques, la façon dont concrètement ça se passait, ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Donc, il y a quelque chose, il y a là, en fait, on est en train de constituer une matière scientifique extrêmement intéressante pour les chercheurs, au fond. Ouais, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui ce qu'on endurer dans leur chair physiquement, et ces femmes et leur entourage avant la loi Veil? Comment elles avortaient? On a cette espèce d'image terrible du cintre et de la faiseuse d'ange, mais en réalité il y avait une batterie de techniques toutes plus ou moins barbares. Qui payait? Qui aidait ces femmes? C'est ça que vous essayez d'inscrire dans la mémoire. C'est ça, on documente en fait pour les jeunes générations, ce qu'ont vécu leurs grands-mères, enfin, si on résume un peu les choses. Et oui, moi-même, en entrant dans le sujet, j'avais, comme tout le monde, l'image assez figée, en fait, de l'aiguille à tricoter. Et mon cerveau, sans doute, n'avait pas tellement cherché à aller derrière cette image assez figée, au fond. Oui, en fait, elles ont enduré... maintenant, je peux vous en parler. C'est-à-dire que ce que les femmes ont enduré, c'est assez inqualifiable. C'est-à-dire que, au départ, il y a évidemment une souffrance psychique très très forte entre un corps qui veut et puis un esprit qui ne veut pas, et ça franchement il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est que de vouloir avorter. Ça, c'est déjà une souffrance première qui préside à tout ce qui suit. Et puis ensuite oui, la souffrance physique a été effrayante, c'est-à-dire que derrière l'aiguille à tricoter, en fait, c'est une représentation collective mais qui camoufle la réalité du bricolage insensé que fut l'avortement clandestin à base de fils électriques, de queues de persil, enfin d'objets contendants tous plus effrayants les uns que les autres. Il y a eu évidemment des violences sexuelles de la part de médecins. Ça, je veux dire, les femmes qui nous appellent aujourd'hui pour témoigner nous en parlent souvent. Il y a eu des morts violentes, douloureuses, tabous, qui étaient des septicémies ou des insuffisances rénales, mais qui étaient qualifiées de péritonite ou d'appendicite parce que le tabou était présent. Voilà, il y a eu des curetages à vif punitifs dans les hôpitaux français de la part de médecins qui étaient eux-mêmes sous le joug d'un ordre des médecins tout à fait opposé à l'IVG. Et donc, voilà, je veux dire, racler l'utérus d'une femme sans anesthésie, c'est un acte de barbarie qui n'a jamais été puni. Donc, voilà, donc oui, les femmes ont énormément souffert. Énormément souffert, Sarah Durocher, et vous avez utilisé plusieurs fois ce mot, Isabelle Foucrier, que vous avez aussi employé, Sarah, c'est le mot de
tabou. On est 50 ans plus tard, 50 ans après la loi Veil. Ces femmes, Isabelle, je crois, témoignent pour certaines pour la première fois de ce qu'elles ont vécu. Mais en fait, j'ai eu la chance de faire une table ronde il y a quelques jours avec Annie Arnaud. Oui. Et en fait, prix Nobel de littérature. Voilà, dans le lancement de la déferlante. Et en fait, on a pu discuter. Et en fait, c'est dingue le silence et le tabou qu'il y a autour de l'avortement. Ça veut dire que moi, à un moment donné, je lui ai posé la question. Je crois que c'est une des victoires culturelles qu'on n'a pas réussi à avoir sur l'avortement. Parce qu'évidemment, nous, quand on écoute les femmes et quand les historiennes, les chercheuses aussi écoutent les femmes, on nous dit mais oui, mais en fait, vous êtes des féministes. Finalement, vous nous dites que ce parcours est compliqué. Nous, on entend encore des curetages à vif pour certaines femmes qui vont à l'hôpital parce que ça saigne. Et en fait, on va dire, on vous fait un curetage parce que tant que vous êtes là, on va tout vous enlever. Donc, on a encore ce genre de témoignages. Et en fait, c'est parce que en fait, les femmes ne parlent pas, mais je ne leur en veux pas du tout. C'est-à-dire, c'est le poids de la culpabilité qu'il y a encore, qu'on n'a pas réussi à défaire. Je crois qu'aux 50 ans de la loi Veil aujourd'hui, c'est une des batailles, en tout cas, que nous, on veut briser le silence sur l'avortement. Ça veut dire que nous, on entend des femmes sur leur parcours et on sait les difficultés, on les croit, comme on croit celles qui ont avorté de manière clandestine, comme on croit toutes les femmes du monde entier aujourd'hui qui nous parlent et si peu de ce parcours, mais comment c'est compliqué. Juste, il faut imaginer vivre dans une société où l'avortement n'est pas légal, où vous risquez d'aller en prison, où vous risquez de mourir. Et ça, je pense que ces paroles, elles sont hyper importantes aussi, parce que moi, je pense que j'ai pris conscience du combat qui était mené, parce que déjà, c'est dans une continuité. Et quand il y a Annie Arnaud et Claudine Montreuil qui étaient juste là dans votre reportage, qui nous a dit c'est une belle victoire, vous avez gagné. On pensait pas qu'un jour ça allait arriver. Je crois que voilà, c'est pas juste une victoire des féministes actuellement, c'est toutes ces femmes qui ont pris la parole, qui se sont levées et qui se sont battues pour ça. Et je crois qu'il faut l'inscrire là-dedans. Mais il y a un gros sujet sur le tabou. Mais d'ailleurs, quand on parle de tabou, il y a le tabou de la génération dont vous parliez, Isabelle, vous criez de la génération de nos mères, de certaines de nos grands-mères. Mais est-ce que dans notre génération, nous, ce tabou, il n'existe pas encore? Quelle femme dit ce sont les conditions existantes pour se confier. De toute façon, on revoyait bien sûr les images de Gisèle Halimi hier qui disait à Bernard Pivot, dans un sens de défi, mais d'une certaine façon, pas vraiment, qu'elle avait accouché 3 fois à la télévision. Est-ce que 40 ans plus tard, cette scène, d'une certaine façon, ne suscite pas les mêmes réactions ? En fait, il y a plusieurs choses. La première, déjà, c'est que nous, au planning, on n'a rien inventé, on essaye de faire du collectif. Ça veut dire de faire rencontrer, on donne rendez-vous à des femmes pour avorter. Elles ne se connaissent pas, elles viennent, et tout d'un coup, elles se rendent compte, en fait, qu'elles sont là pour la même chose. On leur demande pas de se justifier, déjà, parce qu'il y a quelque chose aussi de faire justifier pourquoi les femmes avortent. C'est une des questions qu'on pose encore aux femmes actuellement. Mais pourquoi t'avortes ? En fait, t'as l'âge, ou t'as trop d'enfants, ou t'en as pas assez. Enfin, il y a toujours quelque chose autour du ventre des femmes, pourquoi, voilà, et du pourquoi. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, par exemple, je suis quelqu'un, alors qui est militante féministe, mais j'ai pas tout le temps été présidente du planning, j'ai parlé de mes avortements. Et ben, je me suis pris plein de choses dans la figure, que ça soit de mon entourage, que ça soit mais pourquoi t'as avorté, on le savait pas, comme si voilà. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un nombre d'agressions. Donc en fait, aujourd'hui, parler d'avortement, c'est pas si simple que ça dans notre société patriarcale où finalement c'est toléré, mais il y a encore beaucoup de travail à faire autour de ça. On espère que l'IVG dans la Constitution va finalement amener aussi à une prise de parole, mais je peux vous assurer que voilà, il y a des personnalités avec qui on travaille, qui portent le droit à l'avortement, qui sont très visibles. Il faut savoir le backlash qu'elles vivent. Et là, sur l'IVG dans la Constitution, on a peur d'un backlash. Parce que finalement, on a donné une grosse défaite aux anti-choix, mais ils ont toujours été présents. Ils seront toujours là. On ne les a pas abattus. Et je pense qu'on leur a dit stop aujourd'hui, mais voilà, ne les sous-estimons pas. Voilà. Pour rebondir sur ce que disait Sarah Durocher, Isabelle Foucrier, ce qui a été assez fou dans votre travail, et je crois que vous voulez en profiter ce matin précisément pour lancer un appel, c'est que vous avez invité les femmes qui voulaient vous raconter leur histoire et les gens autour d'eux à témoigner. Vous avez reçu pas mal de témoignages ici en métropole. Vous n'avez reçu aucun témoignage, en dépit d'un travail acharné de femmes en Outre-mer. Oui, alors ça, c'est sûr que ça va dans le sens de ce que vous dites aussi. Effectivement, depuis le début, depuis la jeunesse du projet, on cherche à éclairer la zone d'ombre de ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion. C'est
c'est effectivement, après 3 mois de travail acharné, on a quand même 3 enquêtrices sur le terrain qui travaillent vraiment tous les jours à trouver des témoignages. C'est spectaculaire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans la France hexagonale, on a eu 300 retours d'hommes et de femmes prêts à témoigner, à raconter leur vécu. Et puis 0. Mais 0 en Outre-mer. Alors c'est un phénomène hyper complexe et qui nous interroge toujours, qui est multifactoriel, clairement. On a évidemment le poids du religieux qui est sans doute pas forcément le même. On a peut-être le phénomène insulaire. Je formule des hypothèses et un peu sous le contrôle des enquêtrices qui me racontent ce qui se passe. Mais le phénomène insulaire qui peut un tout petit peu augmenter, on va dire, la peur du qu'en dira-t-on qui entoure le secret. Parce que ça ne veut pas dire, bien sûr, que les femmes en Outre-mer n'ont pas avorté. Les femmes ont avorté partout soit, et toujours. Voilà. Et par ailleurs, effectivement, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, l'Outre-mer connaît des taux de recours à l'avortement qui sont doubles, en fait, par rapport à la France hexagonale. Ce qui veut dire aussi que, et les choses se font parfois dans le secret, parfois clandestinement, hors délai, ce qui veut dire aussi que le sujet sur lequel on veut les interroger n'est pas forcément que de l'histoire pour pas mal de femmes sur place. Donc voilà, et puis enfin, il y a aussi une histoire qu'on connaît moins bien, mais qui est très importante, je pense, pour connaître le rapport très particulier à l'avortement outre-mer. C'est quand même le fait que aux Antilles et à La Réunion, on a eu des cas d'avortement forcé, de stérilisation forcée, avec un projet étatique raciste clair, et qui du coup, voilà, pendant qu'en France hexagonale, on interdisait les femmes blanches à avorter, effectivement, les femmes d'outre-mer étaient encouragées. Donc forcément, voilà. En attendant, je tiens à dire que les femmes avortent, les femmes ont toujours avorté, même en Outre-mer. On en a des témoignages, des médecins, des sages-femmes aujourd'hui parlent avec les enquêtrices pour dire que oui, bien sûr, il y avait une matrone là-bas dans le village qui faisait ça. Je veux dire, il y a toute une pharmacopée, une transmission de mère en fille qui s'est opérée depuis des siècles avec la faune, la flore locale, des méthodes abortives extrêmement particulière et qu'on adorerait consigner. Et aujourd'hui, voilà, je le redis, je trouverais ça complètement vertigineux de laisser partir cette génération de femmes sans avoir pu consigner dans notre collection patrimoniale leurs connaissances. Sarah Durocher, il faut savoir ce qu'il s'est passé et connaître l'histoire pour éclairer le présent, mais aussi les luttes à venir, celles du futur. On parlait des futurs combats à mener pour l'IVG. Je crois que certaines militantes féministes voudraient que l'IVG soit inscrite dans la charte des droits fondamentaux européens. Quand on connaît la situation de l'IVG en Europe, long va être le chemin. Écoutez, il y a une initiative européenne qui a été lancée avec une pétition pour en effet que toutes les femmes d'Europe puissent avorter avec une carte de sécurité sociale. Donc on est en train de lancer cette grande pétition. Emmanuel Macron en a parlé dans un discours il y a quelques années maintenant. Alors, je ne dis pas qu'il va le faire, mais je dis simplement que nous, en tout cas, on est dans une lancée où, en tout cas, on ne peut pas ne pas avoir de solidarité envers les femmes polonaises, enfin, envers les femmes italiennes, envers les femmes de Hongrie. Et peut-être juste pour rebondir juste sur ce que vous disiez avant, moi, je me rappelle d'un film qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux ouverts », où on voit le procès juste avant, puisque les femmes étaient condamnées et faisaient des avortements. Et à un moment donné, il y a une réflexion qui dit « mais les femmes vont avorter toutes seules à l'hôpital ». Elles vont se retrouver toutes seules sur la question de la médicalisation. Juste après 75. Juste après. Et il y a ce questionnement de cette lutte collective, finalement, et aussi de ce partage, de connaître son corps, de connaître aussi des méthodes. Et en Pologne, ce qui s'est passé, on a rencontré des militantes polonaises il n'y a pas longtemps. Il faut savoir qu'actuellement, la plupart des avortements se font en dehors de l'hôpital. Il a fallu s'organiser. Il a fallu réapprendre le geste pour faire les avortements. Je crois qu'il y a des choses qui se transmettent. Et je sais qu'on avait vu Laure Calamy avec le film Manicolaire, où il y avait des personnes du MLAC qui avaient appris aux actrices à faire le geste. Qui revenait sur la je jeunesse. suis très jalouse, parce que je me dis juste qu'à un moment donné aussi, sur la médicalisation et sur le parcours des femmes, je crois que les féministes ont
ont appris, ont une connaissance et un partage à faire. Donc je suis très dans la transmission également et dans les combats, bien évidemment. C'est une vraie effectivité, une autonomie aussi. Ce parcours avec 3 rendez-vous, c'est insupportable. C'est une infantilisation. On va continuer cette discussion juste après la pause tout ensemble. Juste un dernier mot et puis on continuera juste après si on n'a pas le temps de tout à fait répondre. Mais la patronne de l'Assemblée a dit hier à l'occasion de son discours que cette décision, cette inscription de l'IVG dans la Constitution faisait de la France d'une certaine façon un phare dans le monde sur cette question-là. Est-ce que cette constitutionnalisation de l'IVG nous honore et nous oblige par rapport à ce que vous disiez sur les luttes féministes dans le monde? Écoutez, moi, en effet, c'est un combat qui a été mené par les parlementaires alliés et par la société civile. Aujourd'hui, en effet, on reçoit plein de collègues à vous, journalistes du monde entier, pour savoir ce qui s'est passé. On sait qu'il y a énormément de militantes féministes qui ont regardé le Congrès, le vote du Congrès. Je crois qu'en effet, c'est une victoire. On a peu de victoires, les féministes, ces derniers temps, quand même. On a eu quelques victoires, mais il y a une montée de l'extrême droite et de droite conservatrice en Europe qui peut quand même nous faire peur et qui nous alarme sur ce qui se passe. Je crois qu'il va falloir qu'on arrive à fêter cette victoire, mais aussi à la partager. Et en effet, par exemple, le planning compte évidemment aller re-rencontrer des personnes de pays européens pour partager cette pratique et évidemment donner de l'énergie. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Parlons-en et on continue à parler et à poser cette question. Et maintenant, quid des luttes féministes après l'inscription de l'IVG dans la Constitution avec Sarah Durocher, Isabelle Foucrier, à tout de suite. 10h30 ici à Paris, la suite de Parlons-en. On parle ce matin de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, une première mondiale et des conséquences et des suites de ce combat. On en parle avec Sarah Durocher. Rebonjour Sarah Durocher. Bonjour. Présidente nationale du planning familial. Et Isabelle Foucrier, vous êtes productrice à l'INA et vous travaillez vous portez ce travail collectif d'inscription dans la mémoire collective des récits de l'avortement en clandestin avant la loi Veil en 1974. Sarah Durocher, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'accès à l'information et que cet accès soit égal pour toutes les femmes, quel que soit l'endroit où elles vivent, quels que soient leurs moyens, leur contexte familial, etc. Faut-il le rappeler, l'entrave à l'IVG, c'est un délit en France aujourd'hui ? Et oui, c'est un délit, mais ils sont bien armés de juristes où nous, on a des témoignages en tout cas... Voilà, pour montrer l'entrave qu'il peut y avoir. Il y a très peu de femmes qui parlent et qui se plaignent en fait des mouvements anti-choix et anti-droit. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ils ne sont plus à s'accrocher devant les portes du planning, même si le planning familial a été attaqué de nombreuses fois cette année. Y compris il y a un mois à Bordeaux. Je peux même vous dire hier, dans une association. Voilà, donc on a un peu peur d'un backlash quand même. Par des militants opposés à... Écoutez, oui, je pense vraiment, vu le message, c'était un message, voilà. Donc, je pense que, en effet, on a un peu peur d'un backlash. Souvent, on nous dit, mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, mais aujourd'hui, ils vont directement là où les personnes et les femmes viennent chercher une information. Et nous, on a vraiment ces témoignages, en tout cas, de propos très culpabilisants. Voilà, de re-questionner la question du choix, de faire douter. Moi-même, j'ai déjà essayé d'appeler pour voir un petit peu ce qui se disait. C'est assez alarmant, en tout cas. Et aujourd'hui, il faut contrer ces sites Internet. Et évidemment, on a du mal aujourd'hui. Moi, je m'interroge aussi sur le renouveau générationnel, en fait, de la lutte anti-IVG. Et c'est aussi pour ça. Alors, je parle depuis ma place, c'est-à-dire que je me demande, mais c'est vraiment une simple hypothèse, si tout ça n'a pas aussi souffert du défaut de transmission des grands-mères aux jeunes générations. C'est-à-dire que concrètement, on est possiblement face à une jeunesse qui n'a aucune idée de à quoi ressemble la vie, la sexualité, la vie de couple, la famille, la douleur. Quand l'avortement est interdit. Donc, en tout cas, le projet que je mène s'adresse aussi aux jeunes générations pour ça. Voilà. Sachant que, oui, on sent qu'il y a quand même un fossé, un monde entre le statut juridique aujourd'hui de la liberté d'avoir recours à l'IVG, qui est donc inscrite et qui sera pressée, on le disait tout à l'heure, de façon très officielle dans le texte fondamental vendredi, jour de la Journée internationale des droits des femmes, et cette moralisation qui existe toujours, non pas autour de l'idée d'inscrire l'IVG, mais de l'IVG en lui-même, du fait d'avoir recours à l'avortement. On en est encore là 50 ans plus tard.
dans l'IVG, enfin, les débats qu'il y a eu sur l'IVG dans la Constitution, il y a des gens qui sont opposés à l'avortement. Voilà, donc c'est pas, ça veut dire il ne s'agissait pas que d'une histoire de mots. De mots, tout à fait. Enfin, pour avoir été suivi 40 heures de débat sur on le débat encore aujourd'hui. On le débat encore. Ce qu'on a fait en mettant l'IVG dans la Constitution, c'est de dire, vous avez perdu. Ça ne sera plus un débat. Il y aura des débats autour de l'avortement, forcément, parce que nous voulons faire avancer les choses, évidemment. Mais c'est ça qu'on a voulu dire. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau des jeunes générations, on voit des jeunes garçons aussi. Voilà, donc aussi la parole des garçons autour de ça. Je pense qu'ils ont vraiment pris ce fil-là avec un mouvement de masculiniste en disant mais moi aussi je suis concernée, moi aussi. Voilà, donc il y a quelque chose. En tout cas, ils sont bien organisés, ils sont très financés, faut pas l'oublier. Juste pour exemple, on porte le numéro vert au 0800 08 11 11 du gouvernement pour donner une information sur l'avortement. Ça faisait 2 ans qu'on essayait de se faire financer un chat pour pouvoir répondre au mieux aux personnes. On a mis 2 ans à avoir des financements et c'est grâce à la Fondation des femmes qui a lancé en fait le chat en juillet il y a 2 ans maintenant. On n'arrive toujours pas à le faire financer entièrement. Eux, ils ont mis 2 mois à le sortir, le chat. Donc, ils nous regardent, on se regarde. Et par contre, eux, ils ont une possibilité, une réactivité qui est hyper importante. Et c'est pour ça que nous, par exemple, au niveau européen, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule et on veut un contrôle des financements autour de ça. Parce qu'on peut demander une diplomatie féministe, on peut demander des moyens aux associations, mais contrer absolument ces financements qui sont intolérables. Merci infiniment, Sarah Durocher, d'être venue ce matin sur ce plateau. Merci beaucoup.